Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission consacrée à l'actualité européenne. Savez-vous que les Français passent en moyenne 2h20 sur Internet par jour, hors usage professionnel, pour accéder aux réseaux sociaux, messagerie instantanée, vision de contenu multimédia. Et près de 72% toujours des Français utiliseraient les réseaux sociaux chaque jour. Désormais, Internet et les réseaux sociaux font bien partie de notre quotidien. Et pourtant, dans bien des cas, cet espace numérique est une zone de non-droit et cela ne va pas sans poser de problèmes, que ce soit en termes de concurrence et de politique déloyale des géants du net, mais aussi et surtout en matière de contenus haineux, illégaux, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Les sujets de la régulation du numérique est loin d'être nouveau pour les institutions européennes. En 2018 avait été adopté non sans mal le règlement sur la protection des données, le RGPD, et malgré l'image de lenteur de l'Union européenne, en un peu plus d'une année, le Parlement européen et les États membres ont su se mettre d'accord en adoptant en mars 2023 une position commune pour une nouvelle législation qu'on dit ambitieuse sur les marchés du numérique. Nous vous proposons au cours de cette émission de faire le point sur ce qui est appelé dans le jargon européen le Digital Market Act, le DMA, ou le Digital Service Act, le DSA, avec la députée européenne Stéphanie Yon-Courtin, qui a notamment été rapporteure sur ce qu'on appelle donc le Digital Market Act, le DMA. Bonjour Madame Yon-Courtin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre un peu de votre temps sur cette session plénière au Parlement européen. Madame Yon-Courtin, vous êtes d'abord une élue locale du Calvados et êtes actuellement conseillère régionale de Normandie, si je ne me trompe pas. Vous êtes donc députée européenne depuis mai 2019 et appartenez au groupe Renew Europe. Vous êtes juriste et spécialiste en droit de la concurrence. Au Parlement européen, vous êtes coordinatrice et vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires. Vous êtes membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et je m'en arrêterai là. Vous êtes aussi présidente de la délégation pour les relations avec le Canada. Alors revenons sur notre sujet introductif, le numérique. Alors selon la Commission européenne, plus de 10 000 plateformes opèrent sur le marché européen du numérique. Un marché qui est souvent donc présenté comme un Far West, dominé par des grands mastodontes tels que Google, Apple, Facebook et j'en passe. Pour encadrer ce marché du numérique, l'Union européenne a donc adopté au printemps dernier 2 règlements européens. Madame Yon-Courtin, pourquoi avons-nous besoin de nouvelles règles et quels sont les enjeux autour de cette réglementation ? Alors d'abord, effectivement, rappelons qu'en décembre 2020, la Commission européenne a présenté ces 2 textes majeurs. C'est que c'est la Commission européenne qui propose ces textes pour réguler, et vous l'avez dit, l'environnement en ligne. Le Digital Services Act et Digital Markets Act, qui concernent à la fois les contenus, les produits pour le Digital Services Act et le Digital Markets Act, les marchés. Vous l'avez rappelé aussi, j'ai été rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques et monétaires pour le Digital Markets Act. Ces 2 textes, en fait, qui sont entrés en vigueur officiellement, vont permettre d'assurer une meilleure régulation. Donc, ni interdiction complète, ni autorisation pleine et entière, mais régulation démocratique pour le Digital Services Act, les contenus, et économique, Digital Markets Act, des plateformes en ligne. Il était temps d'agir parce que nous n'avions aucun texte adapté à l'incroyable, vous l'avez rappelé, transition numérique, vague numérique que nous vivons. La directive e-commerce datait d'il y a 20 ans, à une époque où les plateformes comme Facebook, Google, Amazon, Twitter, TikTok n'étaient pas aussi développées ou éventuellement dans un garage pour Mark Zuckerberg, ou n'existaient pas du tout encore. Désormais, elles ont un rôle actif. Personne ne peut se passer de numérique au quotidien. Et on voit bien, il existe tout un monde, et plutôt, vous l'avez décrit, un Far West en ligne. On leur a laissé l'opportunité de s'autoréguler, finalement, en faisant le lourd constat que ça ne fonctionne pas, parce que, bien évidemment, il y a un moment, il y a des ogres, qu'on appelle les plateformes, les géants de la tech, les GAFAM ou les GAMAM, qui, finalement, se sont emparés de ce gâteau, de la plus grosse part du gâteau, en laissant que quelques miettes aux autres. Et ce ne sont pas des entreprises privées de réguler ce qu'on voit en ligne ou pas. Via leurs seules conditions d'utilisation, via leurs seuls algorithmes. On ne peut pas être dépendant
de leur bonne volonté. Ça peut être dangereux. Donc on a cet aspect, le Digital Market Act, qui est l'aspect, on va dire, économique, comme vous l'avez présenté. Et donc on va revenir après sur le DSA, qui est donc cette fois-ci les contenus. Ça, on a bien compris. On a quand même des règles de concurrence dans l'Union européenne. J'allais y venir. Donc ça, effectivement, le droit de la concurrence a fait ses preuves au cours des 20 dernières années, mais a montré ses limites. Ses limites parce qu'il n'est pas adapté à la vitesse des marchés numériques. Si on prend l'exemple de Google, qui a écopé de presque à ce stade de 10 milliards d'euros d'amende, ça commence déjà à bien faire, eh bien en fait on se rend compte que les sanctions imposées le sont après peut-être 10 années d'enquête. Les remèdes sur les marchés, le fait que Google doive ouvrir davantage son moteur de recherche aux autres concurrents, finalement se fait beaucoup trop tard. Donc les petits concurrents sont sortis souvent du marché. Google renforce sa position et les entreprises qui en plus portent plainte contre Google peuvent se retrouver encore plus isolées parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont aussi parfois des partenaires. Donc finalement, ça ne fonctionne pas. Il est clair qu'il fallait passer à la vitesse supérieure et ne pas attendre qu'il y ait des pratiques anticoncurrentielles, abus de position dominante de la part de ces géants, mais agir avant, prévenir plutôt que guérir. C'est ce qui s'appelle la régulation ex ante, avant toute finalement, pratique anticoncurrentielle. Donc, agir surtout efficacement et en temps voulu. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va leur demander à ces plateformes ? Concrètement, on leur demande de ne plus privilégier leurs propres entités. Google, qui fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Alphabet, lorsque vous allez rechercher quelque chose sur le moteur de recherche de Google, vous vous attendez à avoir dès le départ des résultats qui soient objectifs, transparents et qui en fait répondent le mieux à vos besoins immédiats. En général, on ne va pas jusqu'à la page 23 ou 24 pour attendre ce qu'on souhaite. Eh bien, en fait, le problème avec Google, c'est qu'il a tendance à préférer mettre en avant ses propres entreprises, les propres entreprises de son groupe Alphabet ou ses propres partenaires. Ce qui fait que non seulement les entreprises concurrentes ne sont pas mises en avant, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent reléguées au bon vouloir de Google, et puis en plus, les consommateurs que nous sommes toutes et tous, eh bien, n'avons pas le meilleur produit, le meilleur service au meilleur marché. Et donc, c'est de ça dont il s'agit, c'est de dire véritablement, il y a des obligations et des interdictions à travers le DMA qui vont être fixées d'ores et déjà à ce qu'on appelle ces contrôleurs d'accès, cette poignée d'entreprises qui sera autour de 12-15 et qui vont être désignés comme ce qu'on appelle les gatekeepers, contrôleurs d'accès. Et à partir de là, on estime, la Commission européenne, et nous avons voté, estimons que ce sont en fait des entreprises qui vont bloquer, qui vont être finalement à la tête d'un écosystème, une infrastructure un peu essentielle qui doit être mise à disposition dans une logique de concurrence aux autres entreprises concurrentes. Et on voit bien que le phénomène du numérique, notamment sur les marchés, le phénomène économique et la transition numérique, eh bien, elle a connu une vague sans précédent par rapport au Covid, notamment, où de plus en plus de personnes sont allées acheter en ligne sur Amazon. Du fait du télétravail, de tout cela. Exactement. Et donc, effectivement, elles se sont renforcées avec, parallèlement, beaucoup de petites entreprises qui ne vendaient même pas encore en ligne, mais qui, pour s'en sortir, n'ont eu d'autre choix que justement d'aller vendre en ligne. C'est le cas en fait d'Amazon. Amazon qui est un supermarché mondial. Mais qui, jusqu'à présent, fixait, si vous voulez, les conditions de référencement de ses concurrents. Et donc, libre jusqu'à présent à lui, puisqu'il n'y avait pas d'obligation, pas de régulation, libre à Amazon de considérer ou non l'entrée, d'accepter sur sa plateforme, qui est vraiment la référence pour les achats, de considérer l'entrée ou non de ses concurrents et à quel prix. Et donc, on avait des petites entreprises qui n'ont pas pu forcément survivre. Et la seule survie parfois qui leur était permise, c'était d'être rachetées par ces mastodontes. On va en arriver à toujours la même chose. C'est bon, on a des règles, mais qui va les contrôler, qui va sanctionner ? Parce que si finalement on a des règles qui doivent s'appliquer, mais que les sanctions ou les contrôles sont pas suffisants, ça ne servira pas à grand-chose. Bien sûr. Alors, l'arbitre, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, je disais tout à l'heure, elle propose
et in fine, c'est elle qui va juger d'abord du respect des obligations et des interdictions qui vont être fixées à ces plateformes. Et bien évidemment, il va être utile pour la Commission européenne de disposer de personnes suffisantes. Je dis ça parce que c'est notre point à l'heure actuelle. Et vous avez touché là vraiment au nœud du problème actuel, c'est qu'on a 2 superbes régulations, DMA, DSA, hein, c'est la même problématique pour les deux, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, on signe la fin de la récré, si je puis dire, et l'Europe montre qu'il peut exister une voie de la régulation de ces géants. Mais derrière la régulation, il ne faut pas que ce soit juste un beau texte et une lettre morte, il faut qu'il y ait une mise en œuvre réelle. Le gros sujet à l'heure actuelle, c'est la mise en œuvre réelle, parce que la Commission européenne doit muscler ses équipes. Et on a un vrai sujet par rapport à ça, qui est celui de trouver les experts, les bons experts en algorithmes, les data scientists, qui vont être là pour éplucher justement toute la structure, toute cette boîte noire des algorithmes dont, quand on écoute même les anciens, Frances Haugen, qui est une lanceuse d'alerte, une ancienne de Facebook, vous dit que c'est même pour eux très confus, très difficile à expliquer. Quelque part, ils sont aussi un peu dépassés par leur propre création. Donc c'est dire qu'on a toutes les raisons aussi d'être inquiet et surtout toutes les raisons de réguler et bien évidemment de sanctionner les entreprises. Peuvent être très très fortes. Ça, pour que nos auditeurs se rendent compte, on n'est plus sur des milliards, ça peut être 20%, aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Effectivement, en cas de répétition, tout à fait, des infractions. Donc ça, c'est important parce que, bien évidemment, c'est un signal qu'il ne faut pas se laisser fermer. Les sanctions, elles étaient déjà très fortes jusqu'à présent en droit de la concurrence classique, vous savez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu identifier et constater qu'il y avait une infraction, elles allaient jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial. Jusqu'à présent, on s'est rendu compte que pour Google, par exemple, même si 10 milliards semble beaucoup, ça correspondait grosso modo à 2-3% maximum de la sanction infligée, alors qu'elle peut aller jusqu'à 10%. Donc, nous, on pense que, entre guillemets, il faut taper, c'est-à-dire qu'il faut absolument sanctionner pécuniairement le plus fort possible, mais on voit aussi que, alors peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on voit que finalement ces entreprises connaissent quelques troubles en ce moment, pour le moins, mais en tout cas, c'est un signal fort donné. Et puis, je crois aussi que cette régulation, c'est une première étape. Nous, effectivement, on pousse pour notamment une deuxième étape qui est sur les commandes publiques, sur les appels d'offres publics, de faire ce qu'on appelle un peu le Buy European Tech Act, c'est-à-dire de consacrer une partie de ces contrats publics avec des ministères, par exemple, et de les réserver. Ce que font les États-Unis régulièrement. Voilà. Ce que font les États-Unis, ce que fait Israël, ce que fait le Canada, ce que fait la Corée du Sud notamment, effectivement, et parce que... Donc privilégier les entreprises européennes. Privilégier les entreprises européennes à mérite égal, c'est-à-dire on ne va pas les privilégier parce que, et faire une discrimination, j'allais dire, positive. Protectionnisme au final. Alors c'est un peu du protectionnisme, en tout cas c'est une juste reconnaissance du fait qu'on veut des champions européens comme tous les autres pays. Ça ne gêne personne d'autre que nous, dans le pays ou région du monde, et je crois qu'il est temps de le faire à titre provisoire. Et aussi, et donc je dis que c'est important parce que c'est aussi aux entreprises publiques, aux États de montrer finalement leur bonne volonté de développer ces champions européens. Alors on va passer sur la seconde thématique, donc le deuxième aspect de cette réglementation du numérique, donc le DSA. Là, c'est les réseaux sociaux, les plateformes en ligne, leurs applications sur nos téléphones portables qui ont pris vraiment une place incommensurable dans notre quotidien. On en a parlé. Cette nouvelle dimension des réseaux sociaux s'est accompagnée d'un autre phénomène. Les contenus illicites qui prolifèrent. Alors, comment l'Union européenne compte-t-elle agir sur ces contenus ? Avant que vous puissiez répondre à cette question, je vous propose d'écouter Blanche Gardin lors d'un de ses spectacles. Non, on parle trop. Et je pense qu'en plus, on se met en danger à parler comme ça en permanence. Parce que là, j'ai passé du temps récemment sur Twitter. J'avais jamais vraiment passé du temps sur Twitter. Je me suis dit à un moment qu'il faut quand même voir comment ça marche. Et je me mets un soir, 20h, devant Twitter,
À 4h du matin, j'y étais encore. Waouh, bien envoyé, Snoopy 93. Waouh. Non mais, les gens sont en danger, vraiment. L'ordinateur, c'était censé nous faire gagner du temps au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les gens sont en danger. Avant, qu'est-ce qui se passait avant ? Tu sortais du travail, tu coupais avec le travail, t'allais au bistrot, t'allais t'en jeter un ou deux, t'allais dire de la merde pendant 2-3 heures. Bon, mais à un moment, le bistrot, il fermait. Là, ça ne ferme pas, c'est en continu, c'est 24 heures sur 24. Puis c'était pas grave, ça portait pas à conséquence que tu disais au bistrot. Au pire, le lendemain, le patron, il était là. Bon, il a dit un sacré paquet de conneries, Michel, hier, hein. Il en tenait une bonne. Ah bon, il a dit quoi, Michel ? Je sais pas, j'étais bourré aussi. Bon, voilà. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est regarde ce qu'il a dit, Michel, en 2014. Les gens sont en danger. Non, moi, je pense sérieusement qu'il faut faire une loi. Il faut fermer Twitter. À minuit, on ferme. On dit, allez, je pense que tout le monde a assez dit de conneries, là. Tout le monde doit aller faire un gros dodo. Vas-y, un dernier pour la route. Fils de pute. Oh non, ça... Je pense que c'est nécessaire. Alors même si c'est un côté humoristique, elle parle de loi. Moi, ça m'a fait sourire quand je l'ai entendu. Je me suis dit, ah, tiens, elle parle de loi pour fermer Twitter à minuit. Alors je suppose que la nouvelle réglementation ne prévoit pas de fermer les réseaux sociaux à minuit. Je ne suis pas sûr que ça arrangerait les choses. Mais en tout cas, elle parle de loi pour contourner et pour réglementer un peu tout ce qui s'y passe. Alors qu'est-ce qu'a prévu cette fois-ci l'Union européenne, puisque les contenus ne sont pas les mêmes. Le contenu illicite, comme on en parle souvent, c'est pas la même chose partout. Je suppose bien que le contenu illicite aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne ne serait pas vu de la même manière comme un contenu illicite en France. Donc, quelles sont les règles qu'a prévues l'Union européenne sur le DSA ? Oui, c'est très bien vu, effectivement. Lors des négociations sur le DSA, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile de trouver un terrain d'entente et de définir, vous avez tout à fait bien vu le sujet, ce qui était haineux, ce qui était illicite, et d'un pays à l'autre, parce que c'est culturel, eh bien, c'est beaucoup plus simple de s'accorder sur le fait que les marchés numériques ne fonctionnent pas et qu'à un moment, il faut faire entrer toutes les entreprises plutôt que de se mettre d'accord. En fait, le principe, c'est que tout ce qui est interdit hors ligne, dans le monde réel, doit l'être en ligne. Déjà, quand on est d'accord sur ce principe-là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on n'écrit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que ce DSA, Digital Services Act, c'est à la fois le contenu, mais c'est aussi les produits. C'est aussi des problématiques de contrefaçon. Vous savez, c'est cette fameuse plateforme Wish qui, en France, a été fermée parce que chaque État membre dispose d'un droit de la consommation, d'un droit des contenus un peu différent. L'idée du DSA, c'était d'essayer d'homogénéiser, finalement, à minima, ces règles sur les contenus, sur les produits, sur la contrefaçon. Et donc le DSA va finalement mettre à jour notre cadre réglementaire qui n'avait pas été, lui non plus, à jour depuis 2001. Et là encore, en fait, on avait un cadre réglementaire qui ne reflétait absolument pas les nouveaux acteurs. Twitter n'existait pas il y a 20 ans, ni les nouveaux usages des plateformes, ni leur place dans nos sociétés et dans notre vie. Ce que disait tout à l'heure, effectivement, très justement, Blanche Gardin. Et donc, surtout, notre cadre réglementaire ne prenait pas non plus les nouveaux risques liés à ces usages. Je l'ai dit, la fraude, la contrefaçon, la haine en ligne, la désinformation, qui sont devenues des armes très puissantes au péril de nos démocraties. Souvenons-nous également, c'était un des points dont on avait parlé, je me souviens avec nos collègues quand on discutait de ce qui était un contenu haineux, illicite, de ce qui était l'incitation aussi à la haine, l'exemple de Samuel Paty. C'est-à-dire à un moment de s'assurer que aucune plateforme ne puisse diffuser même une moitié de seconde, un quart de seconde, la décapitation d'un professeur dans la rue. Et ça, c'était, j'allais dire, pas gagné, mais c'est des exemples qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'on cherche à travers ça. Et donc, il faut fermer Twitter à minuit. Je trouvais ça intéressant parce que si il n'y a pas une autorité publique qui décide de ce qui va se passer sur Twitter et que la limite a été franchie, ben c'est Twitter qui va décider hier de fermer le compte de Donald Trump. Alors on peut se dire oui, mais finalement c'était bien. Mais de quel droit un acteur, une entreprise privée peut décider de finalement notre vie ?
Aujourd'hui, c'est Donald Trump. Demain, c'est peut-être vous parce que vous aurez dit quelque chose qui ne convient pas à Twitter, parce que Twitter va être peut-être géré par quelqu'un qui a des intentions beaucoup plus néfastes. On y reviendra sur Elon Musk. Moi, j'aimerais comprendre cette fois-ci quel est le cadre réglementaire, qu'est-ce qui est prévu. Parce que les questions qui se posent, c'est essentiellement beaucoup de la modération. Tout à fait. La modération, on voit bien aussi, par exemple, une des premières décisions d'Elon Musk, c'est d'avoir licencié beaucoup de personnes, dont les personnes qui faisaient de la modération. Donc, comment on le contraint, là, à nouveau? Déjà, qu'est-ce qui est prévu dans le DSA autour de cette modération et autour de ce qu'il faut faire? Et ensuite, à nouveau, comment on fait pour contraindre des grosses plateformes comme ça à respecter les règles? D'abord, les plateformes en ligne devront, toutes les plateformes, à la différence du DMA. Le DMA, vous savez, c'est 10, 12, les plus grosses plateformes, les gatekeepers. Là, ce seront toutes les plateformes en ligne et elles devront être totalement transparentes concernant leurs techniques de modération. Il s'agit ici d'ouvrir la boîte noire des algorithmes qui régissent nos vies, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Frances Haugen, qui insistait sur l'importance de mieux comprendre les systèmes algorithmiques, de mieux les saisir et justement d'en analyser les contenus. Et les plateformes en ligne se disaient juste intermédiaires jusqu'à présent. Donc elles disaient on n'a pas de responsabilité. Là, on les responsabilise si elles ne protègent pas suffisamment les consommateurs également des produits disponibles en ligne qui ne respecteraient pas les standards de protection européens. Donc plus de responsabilité, plus d'homogénéité également au niveau européen. Parce qu'on pourrait très bien se dire, si on ne peut pas faire ça en France, alors on va le faire en Hongrie, en Pologne ou en Grèce. Alors, le DSA, c'est quand même la législation la plus ambitieuse parce que chaque plateforme, grande ou petite, devra avoir un représentant légal en Europe et donc on saura désormais qui appeler en cas de problème. La problématique, il faut qu'il y ait un référent, et chaque État disposera également, chaque État membre, donc plateforme d'un côté aura son référent et chaque État membre disposera d'un régulateur qui aura les pouvoirs nécessaires pour faire appliquer les règles. Étant entendu que la Commission européenne, pour les plus grandes plateformes, celles qui sont considérées grandes plateformes sont celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs actifs. En Europe, voilà exactement. Eh bien, là, c'est la Commission qui sera directement responsable. Sinon, donc effectivement, il y aura les régulateurs, un réseau finalement entre la Commission européenne et les régulateurs. Ce sera la CNIL en France. Alors, la CNIL, l'ARCOM, il faut une coordination parce que vous voyez bien que ce sont des sujets qui touchent à énormément de sujets. La DGCCRF, la DGCCRF pour les produits, pour la fraude, pour la contrefaçon. Et donc, même les douanes également, voyez. Et donc, on s'appuiera donc aussi sur tout un réseau de signaleurs de confiance. Et ça, c'est important. Des ONG, des lignes d'assistance téléphonique, des titulaires de droits pour faire en sorte que les plateformes réagissent en priorité au contenu illicite signalé. Et ça, c'est important de voir qu'il y a un pouvoir important donné aussi aux consommateurs, aux organisations de consommateurs qui ont aussi quelque part un rôle d'alerte et de suivi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, nous, consommateurs, non plus être passifs. Les recours collectifs contre les plateformes qui enfreignent les règles seront aussi facilités. Donc ça, c'est important, avec des facilités d'indemnisation pour les consommateurs lésés. Et donc, les sanctions, là, elles sont sans précédent, s'agissant des contenus, puisque les amendes pourront s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial du conglomérat pour les violations du DSA. Et en cas d'infraction grave et répétée, les juridictions nationales pourront aller jusqu'à l'interdiction d'opérer, d'émettre donc une fermeture temporaire certes, mais sur le marché européen. Quel sera le délai pour ressortir, pour supprimer un contenu? Il faut que ce soit sur le champ. L'idée, c'est que ce soit le plus tôt possible. Et effectivement, si la plateforme ne soumet pas à ses obligations et ne respecte pas la sanction, eh bien, il y a un retrait. D'émettre sur le territoire européen. Donc, lorsqu'on voit Elon Musk qui lui parle beaucoup de liberté d'expression et de laisser encore plus de liberté sur son réseau, le DSA va le contraindre à lui-même réguler sa plateforme. Tout à fait. En fait, la liberté d'expression, c'est l'un des fondements de nos démocraties. Donc, on est bien d'accord là-dessus. On doit la chérir. Mais on sait aussi qu'Elon Musk, c'est un fervent libertarien qui a une conception assez personnelle de cette liberté d'expression, parce qu'en fait, il défend le droit de tout dire.
sur les réseaux sociaux. Et donc, on revient à ce sujet de la haine et du harcèlement en ligne. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut l'autoriser? Est-ce qu'on peut tout dire en toute impunité? Nous, on ne le pense pas. Sans compter qu'on doit aussi lutter contre la désinformation. Donc, le sujet est bien là, celui de ces contenus qui vont au péril de nos démocraties. Et on sait bien, on incite au clic, on incite au partage. Tout à fait. Il y a l'effet boule de neige. C'est une orientation algorithmique qui favorise effectivement tous ces contenus haineux, tout ce qui est négatif, qui va faire le buzz et qui va s'auto-alimenter. Et on parlait d'ogre de la donnée, c'est la même chose en termes d'algorithme. Et on évite de dépasser ce que disaient d'ailleurs Frances Haugen et les autres, en disant, et d'autres modérateurs, personnes de chez Twitter qui ont été licenciées il n'y a pas très longtemps, effectivement, qui disaient, mais le sujet, c'est déjà de pouvoir gérer, comprendre le système, la créature qu'on a nous-mêmes engendrée, quoi. Et donc, pour créer un véritable espace de liberté, au contraire, on a besoin de modération. Sinon, finalement, Internet va être confisqué par certains, par quelques-uns, par la poignée, comme les marchés dont on a parlé tout à l'heure. Ce sera juste certains gros modérateurs, ce qu'ils pourront, en orientant nos propres pensées. Donc, on va faire de nous des clones des machines. Et là, on arrivera quoi? À complètement le contraire de la liberté d'expression, néfaste pour la démocratie. Alors j'aurais voulu aller plus loin, mais le temps est passé en vous parlant avec vous des crypto-monnaies, peut-être de parler des cyberattaques. Voilà. Alors j'aurais quand même voulu vous poser une question parce que c'est un sujet que vous avez travaillé. Vous avez été rapporteur d'un deuxième texte qui est passé, on ne va pas dire inaperçu parce que ce serait trop fort, mais qui a été adopté juste avant l'été, qui est donc un texte sur les subventions déloyales étrangères. Est-ce que vous voulez juste nous expliquer en quelques mots ce rapport-là et la décision qui a été adoptée par l'Union européenne sur ces subventions étrangères qu'on appelle déloyales? On est toujours un peu sur les questions de concurrence, qui est quand même un de vos sujets de prédilection. Oui, en fait, c'est un trou dans la raquette qui existait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on pouvait permettre, sans aucune limite, aux entreprises étrangères d'investir sur le marché intérieur européen, en général à coût de perfusion publique. On prenait les entreprises chinoises notamment, qui capitalisaient avec des fonds essentiellement publics et qui pouvaient venir acheter nos pépites sans aucune limite. Et pendant ce temps-là, nos entreprises européennes sont soumises à une réglementation de concurrence qui est le contrôle des aides d'État, où elles ne peuvent pas être aidées de façon illimitée par les États membres. Et donc, il a fallu mettre fin à cette naïveté, faire en sorte qu'il y ait une vraie réciprocité et surtout une égalité de traitement de nos entreprises qui ne doivent pas être défavorisées par rapport aux entreprises étrangères qui viennent investir massivement. C'est tout à fait possible de venir investir sur nos marchés, mais à nos conditions et pas de façon plus favorable que nos propres entreprises qui, elles aussi, ont besoin d'argent public et de soutien public, notamment en ce moment. Comment on contrôle là, cette fois-ci? Eh bien, on contrôle, là encore, avec la Commission européenne qui, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires de ces opérations d'investissement, soit des prises de contrôle, soit des concentrations, si ces opérations ne contreviennent pas, n'entraîne pas des distorsions de concurrence. On le fait de la même façon qu'avec la même analyse que le contrôle des concentrations communautaires. Et au bout du compte, si c'est le cas, on peut même aller jusqu'à interdire l'opération de concentration, d'investissement, de prise de participation. C'est la fin de la naïveté. Alors, on a été sur des sujets finalement relativement complexes, mais qui nous concernent tous dans notre vie de tous les jours. On ne va pas racheter des entreprises, mais on sait qu'il y a des entreprises qui sont rachetées, des ports aujourd'hui ou d'autres choses. J'espère que nos auditeurs y verront un peu plus clair dans ces réglementations qui finalement nous touchent, nous, tous les jours, puisque nous utilisons tous ces supports régulièrement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.